Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième webinaire Info en ETP, la méthode du patient traceur, qui va vous être présenté par le CK. Et passer la parole à Anouk et à Fanny du CK pour leur présentation. Je suis Fanny Genolini, donc chargée de mission au CK. Et moi, Anouk collègue. Partenay. Bonjour. Voilà. Donc, nous allons vous partager ce matin notre réflexion sur cette thématique quand même qui nous tient à cœur, parce que nous investiguons depuis fin 2022 une nouvelle façon en fait d'évaluer les programmes en ETP. Alors, c'est une évaluation donc en lien avec la démarche effectivement d'évaluation de la HAS, mais aussi pouvant être également valorisée dans la certification. Donc, nous allons aborder aujourd'hui avec vous ce qu'est le patient traceur, donc d'un point de vue général, son intérêt donc, dans un établissement et comment sa méthode peut être mise en place, et puis surtout son transfert, comment en fait ce transfert-là peut être envisagé en éducation thérapeutique pour proposer un outil plus coopératif, donnant davantage de place donc aux patients dans le dispositif d'évaluation. Donc, comme l'a dit Léa, nous répondrons aux questions en fin de cette présentation, et puis certains éléments vous seront déjà apportés au fil de la présentation. Du coup, je vous fais juste un petit point sur la cellule étape du CK. Étape, c'est éducation thérapeutique, amélioration des pratiques et évaluation. Et le CK, on va passer un peu tous les acronymes. C'est Comité de coordination d'évaluation clinique et de la qualité en Aquitaine. Juste pour vous brosser un peu le truc, le CK, c'est une structure régionale d'appui. Ça veut dire en fait que dans la loi, elle a été reconnue par l'Agence régionale de santé pour aider les équipes lors d'événements indésirables graves. C'est-à-dire pour la déclaration des événements indésirables graves, leur analyse et les actions qu'ils vont poser derrière. Voilà, c'était pour vous dire ce que c'était une structure régionale d'appui. En fait, on travaille sur la qualité des soins et la gestion des risques en s'appuyant sur les méthodes HAS. Nous sommes 13 au CK et donc nous sommes 2 avec 2 mi-temps chacune sur accompagnement des équipes, sur l'évaluation en ETP, accompagnement des structures ressources. Voilà. L'idée de ce schéma, en fait, c'est de vous montrer que l'intérêt qu'on a à étape d'être à l'intérieur d'une structure régionale d'appui et d'une structure surtout qui s'occupe de qualité des soins et de gestion des risques, c'est d'avoir un peu une vision systémique de tout ce qui est démarche qualité. Et on va mettre en lien, nous, tout ce qui est méthode, certification, d'évaluation de pratiques professionnelles pour pouvoir vous aider, équipe ETP, à mener à bien vos auto-évals, l'évaluation des besoins, l'éval quadriennal. On a noté qu'il y avait un renforcement de l'expertise patient quelque part. Enfin, vous le savez déjà, en fait. En plus, on est à Etna, donc ça appuie encore plus les choses. Dans ce patient traceur, dans les effets HAS sur les bénéficiaires des programmes d'ETP. Et en plus, ma collègue Fanny a un mi-temps sur l'expérience patient. Donc, on travaille vraiment très en lien entre toutes ces données. C'était juste pour vous présenter. On passe rapidement à la définition globale, enfin rapidement peut-être pas, à la définition globale du patient traceur. Donc, au final, le patient traceur, c'est une méthode d'évaluation de pratique professionnelle. Pareil, ça veut dire quoi, une méthode d'évaluation de pratique professionnelle? En fait, vous allez vous poser la question de la difficulté d'un élément discutable qui va ressortir de ce que vous travaillez. Et puis, vous allez l'analyser. C'est-à-dire, vous allez vous poser la question du pourquoi c'est une difficulté, comment ça se fait, d'où ça vient. Ça par différentes méthodes. Il y a plein de méthodes proposées sur les évaluations de pratiques professionnelles. Et de là, on va proposer des actions à mettre en œuvre. Donc, l'évaluation de pratique professionnelle, en fait, vous connaissez par cœur. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites dans les auto-évals quadriennales pour ceux qui en font. Que vous identifiez des difficultés, des effets indésirables, et puis vous allez les analyser, vous demandez pourquoi vous avez ces effets-là, d'où viennent vos difficultés, et derrière, vous allez identifier des actions. Donc, quelque part,
ça vous parle. Patient traceur, c'est vraiment la méthode d'analyse qu'on va vous proposer. C'est une méthode qui vient des États-Unis. En fait, avec Fanny, on travaille avec une dame qui s'appelle Dr Martine Romegou. Elle est spécialisée patient traceur au CK et elle a tendance à dire assez souvent que cette méthode, elle vient des pays anglo-saxons parce que culturellement, ils ont l'habitude de s'auto-évaluer. Ils ont l'habitude de se poser des questions sur ce qu'ils font, mais sans jugement. Alors que nous, dans les pays un peu latinos, elle dit ça souvent, c'est sa façon de l'expliquer, on a plus de difficultés à s'auto-évaluer. On a plus de difficultés à prendre les choses sans jugement et du coup, on a plus tendance à cacher ce qui ne va pas. Pour autant, et c'est sûrement aussi pour ça, que la HAS a souhaité intégrer cette méthode de patient traceur dans la certification. Donc, vous l'avez compris, c'est une méthode qui existe depuis plus de temps et en 2014, la HAS l'intègre comme obligatoire dans la certification des établissements de santé. Et du coup, maintenant, là, en 2020, elle a développé plus de méthodes, des méthodes traceuses, on appelle ça, avec, on vous en a mis avec Fanny, le traceur ciblé, l'audit système, mais clairement, c'est Martine Roumégou, la pro du truc chez nous au CK. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur les méthodes traceuses, on les notera et on reviendra vers vous par la suite. Nous, notre idée, c'était de faire une focale, on ne sait pas, vers le patient traceur. Et donc, je vous propose d'aller voir pourquoi. Alors, pourquoi, à quoi ça sert et pourquoi on utilise la méthode du patient traceur? N'hésite pas si tu as besoin. Alors, en fait, l'idée, c'est d'aller améliorer la qualité. On va aller voir un parcours. C'est améliorer la qualité du parcours, d'évaluer les organisations, les échanges, la coordination. Il ne faut pas oublier en fait que évaluer, c'est donner de la valeur. C'est quelque chose, ça doit faire sourire plus d'un d'entre vous parce que souvent, le mot évaluation, quand on va voir vos représentations, ça rigole pas trop. Pour autant, évaluer, c'est donner de la valeur. Du coup, là, on va d'autant plus donner de la valeur puisqu'on va donner la parole aux patients. Il ne faut pas oublier que quand la HAS met en 2014 le patient traceur en place dans la certification, c'est la première fois qu'on donne la parole aux patients. Alors, il y en a qui diraient que c'était l'occasion. Pour autant, on ne s'était jamais posé la question. On ne s'était jamais posé la question d'intégrer cette parole et ces échanges. On va derrière ça s'interroger en équipe sur la pertinence de ce qui est fait sur le parcours et en parallèle, avoir un regard sur la traçabilité dans le dossier. Vous connaissez déjà ça, les côtés tripartites, les regards croisés. Là, vous avez les 3 sources devant vous. On est déjà à la limite du comment. Vous avez les 3 sources qui sont le patient, l'équipe et le dossier. Donc, on va faire des regards croisés sur ces 3 données. On vous a mis une diapo sur le comment. Il faut prendre conscience. Juste, je vous remets encore le contexte. Là, moi, je vous fais la partie définition, patient traceur, HAS, sanitaire, médico-social. On n'est pas, pour l'instant, ETP. Du coup, je vous explique essentiellement que le patient traceur, c'est une méthode obligatoire lors des certifications pour les établissements sanitaires. Et du coup, comme c'est obligatoire, ça veut dire que l'expert HAS qui va venir les évaluer va utiliser cette méthode. Et pour que ce soit quelque chose de facilité, on va dire, les équipes ont pour mission d'en mettre en place un ou plusieurs dans l'année en fonction du nombre de services. Donc, il y a des équipes qui vont faire une fois par an s'ils ont un seul gros service, et puis d'autres qui vont en mettre 7 par an. Donc, ils vont s'entraîner. Donc, cette diapo, elle parle essentiellement de ce que les équipes doivent mettre en place pour pouvoir faire du patient traceur.
Du coup, pour pouvoir mettre en place et organiser ce projet, il vous faut l'appui de l'établissement. C'est-à-dire que c'est comme en ETP, en fait. Si vous n'avez pas l'appui de votre direction, l'appui d'une politique, eh ben, du coup, c'est difficile de mettre en œuvre parce qu'il y a du temps passé, il y a des personnels référents qui sont identifiés et du coup, ça reste difficile de mettre en œuvre sans que la direction soit partie prenante. Ensuite, on va parler gestion de projet, ça veut dire de l'objectif à l'évaluation. Et là-dedans, il va falloir planifier. Voilà, on se colle aussi comme vos évaluations de programme, en fait. Tu veux ajouter quelque chose? Non, effectivement, il y a quatre étapes de planification donc de ce projet-là. C'est une question que vous aviez posée aussi, hein, on va y revenir en fin de présentation, avec effectivement une stratégie à établir pour permettre de définir aussi la politique institutionnelle et de décider en fait la réalisation de patients traceurs. On planifie, on accompagne donc la mise en œuvre du patient traceur en allant chercher aussi on change la qualité en fait des équipes qualité, hein, puisque c'est par eux que passe la mise en place de patients traceurs. On organise la formation et l'accompagnement donc des professionnels. Voilà. Et puis on va réaliser en suivant un bilan et communiquer avec finalement assurer donc le suivi du plan d'action. Et puis on va ajuster en fait la stratégie donc en intégrant dans le programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des actions qui sont améliorées en lien avec ce que vous avez pu en fait repérer suite à la mise en place du patient traceur. Donc là, on est vraiment dans la gestion de projet. C'est vraiment des étapes identifiées. Fanny parlait des responsables qualité. C'est vrai qu'on va identifier des animateurs ou des binômes d'animateurs qui vont être référents sur ces données-là. Ils vont faire un choix de référentiel. Le choix de référentiel, en fait, c'est à une époque, on parlait de recommandations de bonnes pratiques. On se disait, bon, ben voilà, il y a les référentiels HAS, mais il y a d'autres référentiels. On a, nous, en ETP, les référentiels INPES sur la coordination et sur mener à bien les ateliers ETP. Donc, on a plusieurs référentiels. Donc, les équipes vont faire ce choix-là. Et après, il va falloir choisir un patient. Et choisir un patient sur différents critères, en fonction de ce qu'on veut aller voir. C'est pour ça qu'on vous a listé, pourquoi pas aller, quelle pathologie on veut aller voir, est-ce qu'on veut aller voir spécifiquement une vulnérabilité, est-ce qu'on veut plusieurs services pour des prises en charge complexes. Par exemple, il y a des patients traceurs ville-hôpital où on va avoir autour de la table plusieurs équipes différentes. Et donc, après, il y a un truc important dans le choix du patient, c'est le fait qu'il soit proche de sa sortie ou, en tout cas, qu'il soit sorti de l'établissement ou qu'il soit en réhospitalisation, que son parcours soit fait, en fait, qu'il puisse discuter. Voilà. Et la nécessité de l'accord du médecin référent, mais surtout une information, on va y revenir plusieurs fois là pendant ce webinaire, une information et l'accord du patient. La petite dernière phrase là sur le fait que les animateurs viennent de services différents, pareil, on y reviendra, c'est-à-dire que un animateur référent sur le patient traceur ne va pas le faire au sein même de son service. C'est un animateur d'un autre service qui va venir pour aller voir le patient et pour conduire la réunion d'équipe, une tierce personne. On vous a mis une petite diapo qui est en fait une fiche pratique de la HAS qui est sur la certification des établissements de santé où en fait ça retrace le rôle de l'évaluateur pendant ce patient traceur. Alors, évaluateur, on parle expert HAS, mais aussi, nous, on parle d'animateur. Donc, en fait, c'est le rôle de l'animateur. Au final, le rôle de l'animateur, c'est d'aller voir avec l'équipe ce qu'ils souhaitent évaluer, quel moment ils souhaitent évaluer, et puis savoir s'ils ont recueilli le consentement du patient, savoir s'il y a l'accord. Et puis, après, quand l'animateur ou l'évaluateur
c'est noté, rencontre le patient, bah, du coup, il va se présenter, mais il va aussi s'assurer de cette information qui a dû être faite normalement en amont. Ensuite, l'échange, il s'entretient avec le patient sur sa prise en charge ou sur sa prise en charge globale, sur son parcours global, ou sur un temps spécifique. Pour ça, il a différents critères proposés par la HAS. Donc là, je vous parle encore une fois du sanitaire, du médico-social. Il y a, dans ces fiches pratiques, il y a un listing de critères, je vous en donne quelques-uns: le respect du patient, l'accessibilité, les conditions de vie et de lien social, l'organisation du service, la coordination, enfin voilà, toutes ces choses-là. Comme au fond, en ETP, la HAS, en auto-éval, avait identifié des items comme le parcours du patient, le partage d'informations, la communication que vous faites. Voilà. Et après, en dernier temps, il va aller voir l'équipe soignante et aller un peu confronter la prise en charge, entre guillemets. Lui, il confronte. Après, il va échanger surtout avec l'équipe soignante sur cette même prise en charge sur laquelle le patient a discuté. Pour cela, il a une grille, un guide de questionnement, et c'est pareil, on y reviendra. Je passe la parole à Fanny. Ah non, c'est vrai, excusez-moi. On a tellement bougé et rebougé que j'oublie. On voulait vous faire justement ce lien entre ETP et patient traceur. Dans le guide HAS qui vous est proposé pour faire votre éval quadriennal, on vous propose une analyse combinée, la HAS vous propose une analyse combinée des effets et des évolutions. Et pour ça, il vous propose aussi d'aller voir 3 types de regards: les bénéficiaires d'un côté, l'équipe et l'environnement. Et il vous demande d'aller croiser ces regards, croiser ces données par rapport au côté bénéficiaire. Il vous propose même 3 points de vue différents. Pareil, le point de vue des bénéficiaires, le point de vue de l'équipe et le point de vue de l'environnement. Bah, je ne sais pas si vous le voyez, là, le patient traceur, mais alors moi, je le vois. J'espère que Fanny, elle le voit aussi. L'idée, c'est d'avoir ce côté encore, alors on va dire tripartite. On n'a pas le dossier là, mais ça reste sous-jacent puisqu'on travaille énormément sur le TP en traçabilité. Du coup, je laisse Fanny vous parler de la transférabilité qu'on vous propose. Alors effectivement, la HAS propose donc 3 points sur lesquels on évalue les programmes ETP. Et puis, quand on arrive au patient traceur, on s'est dit c'est l'occasion aussi de proposer un outil d'évaluation innovant, c'est-à-dire en allant chercher aussi le vécu du patient, mais par rapport à ces 3 domaines d'évaluation. Donc en fait, on en a discuté avec Anouk, et c'est vrai que pour nous, finalement, le patient traceur en ETP, c'est une hybridation, en quelque sorte, de la méthode patient traceur et de la philosophie de l'ETP. On ne va pas juste transférer des grilles et un outil comme ça sans âme. C'est-à-dire que l'originalité justement de ce transfert, c'est qu'on va interroger le patient, non pas uniquement sur son vécu du parcours de soins, mais sur l'intégralité du programme. Et donc, on peut faire l'analogie entre les domaines qui sont évalués donc, par la HAS et la méthode du patient traceur développée en ETP, notamment sur l'interrogation du patient sur les bénéfices qu'il a perçus donc lui-même par rapport à l'amélioration de ses compétences, donc d'adaptation et d'auto-soin. Est-ce que le patient exprime ce qu'il a appris? Est-ce que, en fait, en fin d'atelier, il arrive aussi à exprimer ce qu'il a pu comprendre de l'atelier? Est-ce qu'en fait, il peut exprimer son niveau de satisfaction? Est-ce qu'il est impliqué dans la rédaction de la synthèse, par exemple? Est-ce qu'il formule avec les professionnels les compétences à acquérir? Ensuite, on peut Dis-moi quand je bouge. Non, pas encore. On peut interroger le patient en fait sur effectivement l'équipe. Comment en fait le patient perçoit la cohérence du programme. Est-ce que finalement les ateliers sont cohérents? Est-ce que y a un bilan de synthèse qui est mis à jour avec les professionnels, etc.
on peut aussi interroger le patient sur le fait, finalement, de trouver des bonnes personnes sur lesquelles on peut s'appuyer en fin de programme. Comment le patient peut rentrer dans on peut appeler ça le réseau territorial, quelle fonction peut-il prendre dans le mariage donc, pour favoriser et fluidifier son parcours. Voilà. Donc, en fait, le patient traceur permet de prendre en compte la globalité du parcours du programme ETP. Donc, tu peux passer. Alors ici, justement, cette hybridation, la patient traceur et ETP, en fait, la question que l'on peut poser, c'est quelle est la place du patient dans l'évaluation? Donc, sachant que l'ETP a pour former, donc, en fait, forme le patient à l'empowerment, cette méthode d'évaluation, nous, on a voulu, et on pense qu'elle fait partie du processus qui permet au patient de développer davantage son pouvoir un pouvoir d'action en tout cas supplémentaire. Donc ici, quand on met en place le patient traceur de façon plutôt générale, ce que vient de vous expliquer Anouk, déjà, quand un établissement le met en place, c'est qu'il va s'interroger sur la façon dont le patient vit son parcours. Et donc, l'établissement va vouloir prendre en compte son récit pour soulever des problématiques qui sont inhérentes donc, à la particularité de ce parcours de soins. Et donc, si on cherche un peu à modéliser la participation dans le domaine du soin, on peut regarder où se situe le patient traceur sur les échelles de participation. Donc ici, on vous propose en fait une échelle donc c'est l'Institut du Nouveau Monde qui a réalisé cette échelle de participation en 2013. Et en fait, l'Association internationale pour la participation publique s'est inspirée de ce modèle pour produire en fait ce qu'ils appellent un spectrum des principes de base de la participation. Donc nous, on a trouvé ça intéressant parce qu'on s'est dit, tiens, si on reste juste sur le patient traceur tel que nous propose la HAS, effectivement, en fait, le patient a plutôt ici, comme vous pouvez le voir, on a positionné une vignette là sur le patient conseil, c'est-à-dire que le patient a une activité de conseiller. C'est un informateur, c'est un témoin du fonctionnement du programme. Et concernant justement la méthode le transfert du patient traceur en ETP, eh bien, l'idée, c'est de considérer le patient comme un partenaire, voire un leadership, et non plus un simple informateur du parcours. L'idée, c'est que le patient puisse co-construire l'évaluation avec les dimensions qui appartiennent à l'ETP. L'idée, c'est de considérer que, en fait, il a une expertise globale, qui est celui de la maladie, des traitements. Donc, en fait, il peut co-construire avec les soignants cette évaluation. Finalement, le patient et les soignants deviennent en fait co-formateurs, puisque les soignants vont apprendre du patient et inversement, les patients aussi apprennent des soignants. L'idée, c'est que là, on construise vraiment une relation de partenariat et que cette méthode d'évaluation puisse être complètement intégrée comme un outil de co-formation dans le parcours de soins. Donc, finalement, l'expertise du patient, elle n'est pas mobilisée uniquement par rapport à son parcours de soins, mais elle est valorisée pour conduire à améliorer un programme dans sa globalité. Voilà. Donc, le patient il est intégré à la démarche d'évaluation. Il fait partager son expertise donc pour apporter des réponses à des problèmes. Il participe aux décisions de modification puisque le patient, lors de l'entretien, peut apporter vraiment des pistes d'amélioration du parcours en direct sans passer par des questionnaires. L'avantage, c'est que aussi, cette méthode-là, elle permet de pouvoir faire participer tous les patients. C'est-à-dire qu'on est sur un choix d'un patient qui n'est pas forcément un patient expert, un patient partenaire, un patient ressource. Tous les patients, en fait, peuvent être potentiellement sélectionnés. Et l'avantage, c'est qu'on peut donner parole donc à n'importe quel patient faisant partie du programme. Et effectivement, donc cet outil, nous, on le voit comme ça parce que c'est notre philosophie et l'ETP, effectivement, donne plus de pouvoir aux patients, c'est le but.
on a discuté autour de ça et effectivement, l'évaluation, ce type d'évaluation devient donc un outil supplémentaire de partenariat entre le patient et le soignant. Alors, ce travail de réflexion autour du patient traceur, il a commencé plutôt en 2021. Donc, au CK, on avait accueilli une stagiaire et on a développé avec elle effectivement cette idée de se dire, tiens, en quoi cette évaluation finalement proposée par la HAS pourrait être un outil de réflexion des évaluations. Donc, on a travaillé ensemble avec une étudiante de master, donc Emma Cabra. Déjà, dans un premier temps, c'était plutôt investiguer comment les équipes d'éducation thérapeutique se représentaient la méthode du patient traceur et comment, en fait, ils pouvaient déjà y avoir leur avis et leur réflexion sur ce transfert-là. Et donc, en quoi, en fait, la méthode du patient traceur pouvait effectivement aider les équipes à améliorer les évaluations, ou en tout cas les faciliter, ou à rendre effectivement le patient davantage partenaire. Donc, on a passé, en fait, on a interrogé 14 personnes d'établissements, donc certaines qui venaient du même établissement, des professionnels donc, de l'ETP, sur des entretiens donc semi-directifs. Et les questionnaires, effectivement, ils portaient sur les pratiques en fait, de ces équipes, la perception des évaluations déjà que ces équipes se faisaient de l'éducation thérapeutique et sur la connaissance des méthodes et des outils de certif, dont les méthodes traceuses et la pertinence de l'outil déjà qu'ils pouvaient entrevoir. Ce qu'il en est ressorti, c'est que effectivement, cet outil pouvait être pertinent s'il était construit avec le patient. Il pouvait être pertinent sur faire participer le patient sur des méthodes plus collaboratives, plus participatives, et que en fait cette démarche effectivement pouvait être mobilisée dans une démarche continue d'amélioration de la qualité. Les points plus négatifs, c'est que les équipes trouvaient que cette méthode était très chronophage par rapport effectivement aux méthodes d'évaluation qu'elles connaissent. Et que c'était difficile aussi d'accepter qu'un patient, pour certaines, puisse juger en fait, dans un entretien les pratiques des professionnels. En fait, finalement, ce qu'il en est vraiment sorti, la conclusion en fait, de ce mémoire, c'était que les équipes étaient intéressées par cette méthode qui permettait donc de diversifier les outils d'évaluation, qui était dans une logique davantage de participation et qui avait un désir d'ouverture sur une participation plus importante des patients. Et qu'en fait, les équipes aussi voulaient sortir en quelque sorte de ces évaluations classiques de questionnaires, de satisfaction, etc. Les équipes étaient aussi en demande d'outils de plus collaboratifs avec les patients. Donc, effectivement, la réflexion a continué et puis on s'est donc concerté avec Anouk quand elle est revenue sur effectivement l'intérêt de développer cet outil. Il y a eu d'autres exemples qu'Anouk va vous proposer sur cette expérimentation du patient traceur. Après, sur cette diapo, il y a cette histoire de valeur scientifique. Il faut savoir en fait qu'il y a des personnes qui vont vraiment vouloir avoir des méthodes qui leur donnent peut-être du quantitatif, en tout cas qui sont scientifiquement évalués. Là, on n'est pas dedans, on est vraiment sur des méthodes plus sociologiques, en fait, de récits de patients. Et c'est vraiment l'idée. Juste un petit retour d'expérience de 2014, du coup, ça a été il y a presque 10 ans. Nadine Paquereau, qui était cadre diète à l'hôpital de Mont-de-Marsan, était venue me voir quand j'animais un module en fait au DU-ETP. Je co-animais un module en DU-ETP à cette époque-là. Et Nadine, en fait, avait vu qu'il y avait une augmentation des femmes présentant un diabète gestationnel au centre hospitalier où elle exerçait. Et elle était intimement persuadée qu'il y avait un intérêt à mettre de l'ETP en place, mais elle ne savait pas
comment le prouver aux équipes, comment valoriser, comment appuyer sa démarche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En 2014, vous voyez, c'est la date vraiment où la HAS a décidé de mettre le patient traceur dans l'assertif. Donc, au CK, on était à fond patient traceur. On en parlait partout. On faisait des patients traceurs ville-hôpital, du patient traceur, en tout cas, il fallait connaître la méthode. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui m'a un peu orientée pour lui proposer de faire un patient traceur avec le service de gynécologie et avec le service de diabétologie pour analyser le parcours de ces patientes qui présentent un diabète gestationnel dans l'idée de développer un programme de TP. Sa méthode, en fait, à Nadine, ça a été déjà de se rapprocher du service qualité et je pense qu'on vous le dira plusieurs fois. On vous le dira si jamais on se revoit après sur des accompagnements. On pense que c'est vraiment important parce que le service qualité connaît ses méthodes, connaît les méthodes HAS et ils ont l'habitude, en fait. Ils en font déjà en général depuis, vous voyez, ça fait presque 10 ans que c'est en place. Donc, il y en a sûrement qui n'en font pas, mais il y a beaucoup d'établissements quand même qui en mettent en œuvre. Avec l'ingénieur qualité, Nadine et l'ingénieur qualité ont présenté la méthode aux équipes de chaque service, du service gynéco, du service diabéto. Tous ensemble autour de la table, ils ont rédigé le parcours de soins du patient. Et elle, Nadine, de son côté, a adapté le questionnaire, a adapté la grille, le guide d'utilisation HAS à l'éducation thérapeutique et à ce qu'elle voulait aller voir, à son objectif. Et du coup, elle a adapté la grille patient et la grille équipe en miroir. Ils ont identifié un patient et puis il y a eu les rencontres. Dans son mémoire, Nadine, elle ressort elle analyse en fait la méthode du patient traceur et son intérêt. Il y a un prérequis où elle ne lâchera pas, où elle ne lâche pas, c'est l'intérêt de la présentation et de l'explication de la méthode aux équipes. Alors aux patients aussi, mais aux équipes pour dédramatiser un peu le truc. Ce que disait Fanny tout de suite sur il y a des équipes qui ont un peu peur, qui avaient un peu peur d'aller voir le jugement du patient sur ce qu'il faisait, là, le fait d'expliquer un peu, de voir comment ça fonctionne en regard croisé, permet un peu de valoriser la méthode et de dédramatiser aussi les échanges qui peuvent y avoir. Au niveau des points positifs, Nadine, elle disait que vraiment, ça l'avait aidé en tout cas, ça avait permis aux patients de partager, d'exprimer ses besoins. Et eux, ça les avait aidés à organiser de façon nouvelle la prise en charge, de confronter les points de vue, de se rendre compte en fait autour de la table des contraintes des uns et des autres, de savoir moi je fais comme ça parce que c'est comme ça, et puis moi je fais comme ça parce que j'ai d'autres contraintes que toi, et du coup de valoriser le travail de chacun. Elle a vraiment beaucoup ressorti ces données-là, de développer du coup le travail collaboratif parce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de se mettre autour d'une table pour travailler le parcours et du coup de permettre une vision globale de la prise en charge. En termes de résultats, ce qu'elle a fait, alors on parlait de référentiel, on parlait de choix de référentiel tout à l'heure, Nadine en fait elle a pris le référentiel du guide HAS certification et puis elle a pris le guide HAS auto-évaluation annuelle où dedans vous avez plusieurs items. Là vous en retrouvez, on en parlait tout à l'heure, le parcours de soins, le parcours éducatif, le partage d'informations, l'expérience patient, son vécu et du coup elle a fait correspondre l'échange qu'elle a eu avec le patient et l'échange qu'elle a eu avec l'équipe dans ces items. Au niveau parcours de soins, ça a permis en fait de se rendre compte que l'orientation des patients n'était pas toujours faite en lien avec les recommandations, qu'il y avait un facteur de stress important parce qu'il manquait des informations sur le déroulé de la prise en charge. Sur le parcours éducatif, ils se sont rendus compte qu'il y avait une trace de certains bilans éducatifs, mais pas toujours, sachant qu'il n'y avait pas de programme de TP diabète gestationnel, mais il y avait un programme de TP diabéto. Donc,
ça permettait aussi d'évaluer, de faire l'évaluation du programme Diabéto un peu en même temps. Vous voyez où je veux venir, où je veux en venir. Certains thèmes n'étaient pas abordés en consultation, mais par contre, il y avait des activités éducatives qui étaient faites de façon informelle auprès des patientes. Et du coup, qui n'étaient pas valorisées et qui n'étaient pas valorisées au niveau de l'institution. Du coup, le travail aussi des professionnels n'était pas visible en fait. Au niveau partage d'informations, c'est quand même très intéressant. Il y avait un dossier informatisé, les soignants pouvaient tous y aller. Par contre, il était segmenté. C'est-à-dire que quand une équipe écrivait d'un côté, eh ben, l'autre équipe ne pouvait pas compléter. Elle avait elle-même sa propre page. Elle pouvait juste lire ce qui était fait par la première équipe, mais elle ne pouvait pas compléter les données. Donc, il n'y avait pas en fait de dossier informatisé de parcours, quoi, quelque part. Et il manquait une traçabilité de certains documents. Ce qui ressort de l'échange du patient, avec la patiente au-delà de tout ça, c'est que quand même, cette patiente disait qu'elle manquait d'autonomie et qu'elle vivait un stress par rapport à la maladie. On le sait, on l'entend, le diabète gestationnel, vous attendez un bébé et on vous dit que vous avez un diabète. C'est quand même pas évident à vivre, il y a de la culpabilité qui se pose. Voilà, vous faites de l'ETP, donc vous voyez bien où je veux en venir. Je n'ai pas mis la diapo de résultat de Nadine parce que ce n'était pas l'idée, mais pour le coup, il y avait vraiment un intérêt de programme d'ETP. J'ai eu, donc c'était il y a 9 ans, j'ai eu Nadine au téléphone il y a du coup 3 mois pour travailler justement sur le patient traceur et elle disait que ça avait vraiment amélioré les parcours, que ça avait amené plus de communication entre les équipes, plus de traçabilité. Il y avait toujours cette difficulté de dossier informatisé, mais parce que vous le savez aussi en ETP, vous avez des différences de prise de décision et de faisabilité de vos actions qui sont aussi inhérentes à l'institution. Donc, pour continuer en fait ce travail initié par OCK, par la stagiaire et par le fait de vouloir mettre en place vraiment cet outil, on s'est posé donc autour de la table et on s'est dit avec donc le docteur Martine Roumégou qui est vraiment spécialisée sur ce sujet-là du patient traceur. Et on s'est dit voilà comment en fait on peut effectivement transférer la grille, on va dire la grille patient-traceur classique, sur la problématique de l'éducation thérapeutique. Alors pour ça, on a travaillé en collaboration donc, avec l'UTEP de Saintonge, qui est là d'ailleurs. Qui est pas présente. Bonjour Diane. Voilà, pour adapter donc, et pour réfléchir en fait, parce que bon, il faut savoir que là, nous sommes en pleine réflexion sur la mise en place donc, de ces grilles, sur les thématiques que l'on a effectivement discuté avec l'UTEP de Saintonge, Martine Roumégou, Anouk et moi-même, et que en fait, ce patient traceur en ETP, il est en pleine expérimentation au niveau du CK. Voilà. Donc, on s'est réunis et puis on a échangé. Donc, en fait, la question, voilà, c'était d'adapter la grille questionnaire à destination donc, du patient et de l'équipe, puisqu'on a donc 2 grilles. Ça a été un travail donc, de quelques mois de va-et-vient entre nos réflexions, ce que l'UTEP de Saintonge pouvait nous apporter, pouvait corriger par rapport à sa vision du terrain. On a ensuite identifié une équipe avec un patient pour pouvoir tester la grille patient avec cette personne-là. Donc, Anouk vous fera un retour de cette expérience. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est que ce patient nous fasse un retour aussi sur l'outil, c'est-à-dire qu'on attend vraiment à ce que cet outil-là puisse être critiqué par le patient et on espère pouvoir faire passer d'autres expérimentations avec d'autres patients. Et là, nous allons tester la grille équipe en janvier avec une équipe de Royan. Et là aussi, on va retravailler cette grille par rapport au retour qu'ils vont nous faire sur comment eux ont vécu la passation de cette grille avec les items qu'on proposera. Parce que finalement, ça correspond aussi à des attentes que peuvent avoir au niveau de l'entretien, etc. Donc, c'est un travail qui est en cours de collaboration, enfin en cours
en cours d'expérimentation, de co-construction plutôt. Voilà, donc Anouk va vous faire déjà un premier retour d'expérience par rapport à la grille et par rapport à cet entretien qu'elle a pu passer avec un patient. En fait, par des concours de circonstances, c'est moi qui ai fait passer, cette grille. L'idée, c'était que c'était Fanny, parce que c'est Fanny qui est au démarrage de ce travail. C'est pour ça que je reprends la main juste pour 2 diapos, pour vous dire qu'il y a des vrais prérequis, c'est-à-dire qu'il y a une vraie nécessité de connaître la grille de passation. En même temps, vous savez ça parce que beaucoup d'entre vous font passer des bilans éducatifs partagés. Et le bilan éducatif partagé, au fond, c'est pareil, ça dépend de quel outil vous avez au départ. Mais parfois, vous avez des grilles de questionnaires, des fois, c'est juste un guide. Mais surtout, quand vous le faites la première fois, c'est jamais la même chose que la 2e, la 3e, puis la 15e, puis la 20e. Je crois que moi, c'était ma première passation patient-traceur. Je vous en reparle dans 5 ans. Comment on se fait l'expérience en fait de la démarche et de ce recul qu'il faut prendre par rapport à une grille qui peut nous enfermer en fait sur des questionnaires qui font pas vivre en fait l'échange. Donc, l'idée, c'était de bien connaître la grille. J'avais fait une réappropriation de la grille avec des questions ouvertes. On va vous montrer un exemple. Cette grille, la colonne de gauche, on va dire. Ce sont des affirmations. Voilà, le choix a été fait dans ce travail commun. De mettre des affirmations. Et moi, j'avais besoin d'avoir des questions ouvertes, en fait, pour pouvoir le faire passer. Donc, j'ai changé en questions ouvertes. Vous le savez aussi très bien. Parfois, les questions ouvertes sont ouvertes, alors que des fois, on a envie d'aller sur connaissez-vous, et puis on se rend compte que c'est oui, non, donc ça ne va pas aller très loin. Voilà. Je vais vous montrer un exemple. L'idée de la présentation de la démarche et de la méthode aux patients, il ne faut pas se rater ça. D'ailleurs, la HAS, dans le petit truc orange, comme ça, là, que vous voyez là, vous le redit en fait que l'évaluateur, l'animateur, doit être assuré que le patient ait bien compris pourquoi il était là, ait bien compris la méthode et qu'il ait donné son accord. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de cette démarche-là. Ensuite, je me suis dit aussi, quand j'ai refait la grille, quand j'ai retravaillé moi pour pouvoir la passer, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de rappeler certains moments en lien avec le TP. Et ça va dépendre beaucoup du choix que vous allez faire, du moment que vous allez évaluer, si vous évaluez tout votre programme de TP, si vous évaluez juste un temps de la prise en charge de TP. Donc voilà. Juste, je vous montre ce que ça donne. Alors ça, c'est ma réappropriation pour pouvoir la donner à Fanny, qu'elle voit le résultat en fait. Donc c'est le départ. Vous voyez, vous avez un grand item qui est présentation de l'offre de TP, et puis ça découle comme ça en fait sur information faite ou diagnostic éducatif, bilan éducatif partagé, appelez-le comme vous voulez. Voilà, avec toute cette démarche éducative et donc ces affirmations où là, vous voyez, le patient est informé, excusez-moi, je lis, des structures proposant une démarche TP en rapport avec sa pathologie. Et puis moi, c'est devenu, pouvez-vous m'expliquer comment vous êtes arrivé à participer au programme de TP? Et puis surtout, c'était devenu, racontez-moi votre vécu là, de ce que vous savez, pourquoi vous êtes là. Maintenant, on s'en est assuré tous les deux, tous les trois, parce que du coup, il y avait sa femme qui était là. Parce que oui, vous pouvez aussi intégrer, vous devez, je ne sais pas, ça dépend des patients en fait, vous pouvez intégrer l'entourage à cet échange. Et du coup, c'était devenu racontez-moi votre vécu. Et un retour pour Fanny de tout ce qui est ressorti. J'avais fait un gros des questions ouvertes larges, et puis je m'étais mis des petites questions au cas où pour relancer, pour pouvoir aller voir à peu près tous les items, mais vous n'irez peut-être pas voir tous les items quand vous le ferez. Alors, voilà. Juste
je précisais juste là sur cette, sur cette grille, effectivement, on a découpé, parce que là, effectivement, vous voyez une première thématique qui est présentation de l'offre de TP. En fait, on a choisi avec les membres du CK, Martine Roumégou et l'UTEP de Saint-Onge, de découper en fait l'outil d'entretien en partie en thématiques qui semblaient les plus des thématiques fortes qui permettent de caractériser l'éducation thérapeutique. Donc là, je vous donne rapidement un exemple de ce qu'on... Là, on a mis une première, c'était la présentation de l'offre TP avec différents items. Ensuite, on a décidé aussi de prendre l'accord de participation du patient, avec ici différents items qui permettent, par exemple, donc le patient est informé sur le programme de TP qui lui est proposé. L'accord du patient est recueilli. Voilà, donc là, on va aller interroger aussi le patient en reformulant ces items, en fait, qui sont plutôt des pense-bêtes, comme Anouk a pu le faire, sur, en fait, la recherche de ces éléments. Comme le disait Anouk, c'est vraiment une appropriation de la grille, comme ce qui est fait d'ailleurs quand les équipes passent un patient traceur classique. C'est-à-dire que la grille est vraiment... il faut se réapproprier la grille pour être à l'aise quand le patient donne des réponses ou donne un déroulé de son vécu, pour pouvoir aussi aller agrémenter cette grille et non pas lui reposer les mêmes questions, alors qu'en fait, il a pu en parler très librement. Donc, la grille ou le guide qui a été fait là, qui est en cours d'expérimentation du coup, oui. Il a été fait encore une fois au regard de référentiels existants. Tout à fait. De référentiels alors, qui commencent peut-être à être un peu vieux aussi, mais qui sont la base en fait de l'ETP par rapport à la HAS par exemple sur la mise en œuvre. C'est pour ça je pense à ça à cause de l'accord de participation du patient, par exemple. C'est vraiment quelque chose... Donc, il y a eu des référentiels de l'U, il y a eu des mises en commun pour pouvoir monter cette grille. Il y a une partie sur la construction, par exemple, du bilan éducatif, avec le fait que le patient participe à l'élaboration du bilan éducatif. Est-ce que le patient a pu exprimer sur sa situation personnelle, son mode de vie et ses habitudes? Est-ce qu'il est impliqué dans la rédaction de la synthèse du bilan éducatif, etc. Donc voilà, plusieurs items développés par rapport à des grandes thématiques que l'on a, qui sont une grille qui est en cours de test. Donc, en fait, qu'est-ce que l'intérêt, en fait, la spécificité de ce transfert, c'est qu'en fait, on peut effectivement valoriser cette méthode d'éval dans la certification des établissements, donc, parce que elle peut s'intégrer complètement, en fait, au parcours, je dirais, d'une évaluation de certification. Et en plus, elle peut effectivement mesurer les 3 domaines, on appelle ça, bénéficiaires, effets sur l'équipe et effets sur l'offre locale. Ces 3 domaines peuvent être investigués également par le patient, puisque là, on parle d'évaluation de programme et non pas uniquement d'un parcours. On a effectivement pour nous, un partenariat patient-soignant qui est peut-être intéressant à développer à travers cet outil d'évaluation. Une confrontation aussi avec les équipes, c'est-à-dire qu'en fait, on a cet outil permet de ramener autour de la table plusieurs professionnels, voilà, avec une possibilité donc de discuter en équipe pluridisciplinaire les améliorations à apporter par rapport à un vécu de patient qui est rapporté dans un entretien. Les adaptations, eh bien, voilà, on adapte donc l'outil, en fait, la grille, en repérant les éléments importants du parcours ETP, effectivement, avec une co-construction de la grille avec le patient, ce qui va être fait là, puisqu'on va demander au patient interrogé de nous faire un retour sur comment il a vécu la passation de cette grille. Est-ce qu'il a trouvé des éléments intéressants ou des questions qui étaient complètement peu intéressante pour lui, et on est en lien avec la démarche éducative, donc au niveau du parcours. Et effectivement, comme je disais, c'est une hybridation, donc on est sur une approche effectivement d'évaluation avec vraiment les valeurs de l'ETP, dont la bienveillance, le non-jugement, et puis c'est une approche que vous pouvez donc valoriser dans la certification.
Voilà, en gros, sur méthode patient-traceur ETP. Et on va sur vos questions, sur les différentes questions qui ont été posées en amont. Voilà, certaines questions portaient du coup sur les objectifs patient-traceur et les objectifs du patient-traceur, sa faisabilité en pratique quotidienne et du coup de comprendre le concept. L'idée, c'est effectivement pour nous, côté ETP, donner la parole aux patients dans le but d'améliorer les pratiques. Donc, c'est vrai côté sanitaire, médico-social, côté certification, mais il nous semble en tout cas d'autant plus vrai en éducation thérapeutique, vu la place des patients dans ce type de programme. Les objectifs, on y a répondu plusieurs fois, vous verrez, vous pourrez revenir quand vous aurez le diaporama sur le chapitre méthode patient-traceur définition, mais c'est toutes ces données-là. S'interroger en équipe pour identifier des actions, questionner la traçabilité, valoriser la prise en charge et le parcours ETP. Et il y a un truc, en fait, qui, je crois aussi, nous tient à cœur, parce que c'est un peu notre travail de tous les jours. En fait, ça vous fait une nouvelle méthode pour aller évaluer vos programmes de TP. À l'intérieur, ça peut vous aider à identifier des effets, à analyser la coordination, le partage d'informations, et ça fait du regard croisé, en fait. Donc, ça, pour nous, toute sa place en ETP, ce patient traceur, et du coup, ça a pour objectif de vous aider, en fait, à faire vos évaluations de programme. Alors ça, c'est peut-être tout le côté positif qu'on a sur l'évaluation, nous. Je ne sais pas si vous le vivez pareil de l'autre côté de votre écran. Pour autant, voilà, c'est comme ça qu'on le voit. La faisabilité en pratique au quotidien, on ne va pas faire un patient traceur tous les jours. Je crois que vous l'avez compris après cette vingtaine de diapos. On ne le fera pas tous les jours. Ça se fait en gestion de projet. Ça veut dire une organisation, une identification d'animateurs, de référents, un rapprochement de responsable qualité. En fait, il y a tellement d'étapes qu'effectivement, on ne va pas le faire tous les jours. Mais pour autant, ça peut rentrer dans un fonctionnement de programme au même titre que vos réunions de coordination que vous faites, je ne sais pas, une fois par an, ou que vos réunions d'évaluation que vous faites aussi une fois par an. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se réfléchit, en tout cas. Donc, c'est faisable, c'est sûr, mais tous les jours, peut-être pas quand même. Alors, vous avez eu quelques questions aussi sur finalement le statut de ce patient traceur. Voilà, comment le choisir, le rôle et le pouvoir du patient traceur. Alors, en fait, il n'y a pas de patient traceur type, il n'y a pas de profils qui sont des profils types. En fait, c'est l'équipe qui va choisir parmi, donc là on va parler en éducation thérapeutique, qui va choisir un patient qu'elle souhaite juste interviewer. On n'est pas sur un patient partenaire ou sur un patient expert qui va devenir traceur. Ça peut l'être. Mais le but, c'est en fait ici de donner la parole à un patient qui n'est pas forcément institutionnalisé. On en a parlé tout à l'heure. Donc, attention, on a mis un pas de méprise entre patient expert, patient ressources, etc. Parce qu'en fait, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'expérience d'un patient, on va dire lambda, au sein d'un programme. À un instant T. À un instant T, voilà. Donc, en fait, les patients, alors les représentants d'usagers ou les patients experts ou partenaires ne seront pas forcément des patients traceurs. Par contre, ils pourront effectivement accompagner en binôme la passation de l'entretien. Et alors, il est conseillé plutôt de prendre en binôme des personnes qui ne font pas partie du service même ou du programme, voilà, pour éviter les conflits d'intérêts, etc. Voilà. Donc, voilà, cette dimension du statut du patient traceur, finalement, libre à l'équipe de pouvoir choisir son patient et de pouvoir en fait, adapter le choix du patient par rapport aussi à ce que l'équipe souhaite évaluer.
Effectivement, la dimension du patient, eh bien, on a noté qu'elle était plus large que l'individu parce qu'effectivement, on peut aussi prendre en compte l'entourage du patient, on peut prendre en compte voilà, les aidants, etc. Donc, effectivement, c'est un statut qui est assez large. On n'a pas un statut prédéfini déjà en amont. C'est l'équipe qui, en se concertant, qui définira son patient traceur. L'idée, c'est de donner la parole à tout le monde. Tu veux rajouter quelque chose? C'était une diapo super importante en fait Ouais. pour nous parce que c'est, on voit aussi les places de patients experts, patients Oui. ressources, patients partenaires, les statuts qui commencent, les formalisations. Michel interviendra après, mais du coup là on n'est pas sur ça. On est vraiment sur quelque chose à un instant T. Je disais à Fanny, c'est quelque chose d'éphémère entre guillemets. C'est pas oui, je suis un patient traceur. J'ai fait partie d'une méthode traceuse, j'ai fait le patient traceur à un instant T de ma prise en charge, mais je ne suis pas un patient traceur rémunéré ou autre. Enfin, voilà, il n'y a pas de question qui se pose sur cette donnée-là. Et c'est vraiment important. Une autre question, c'était jusqu'à quand? Tu veux parler maintenant ou après? Non, à la fin. Après. Jusqu'à quand remonter dans le parcours du patient concernant l'évaluation du patient traceur? Exemple, au moment où le patient a reçu son ordonnance d'ETP. En fait, je pense aussi qu'on vous a répondu tout au long, mais en fait, ça dépend de ce que vous voulez évaluer. C'est ça. Ça dépend de vos objectifs d'évaluation. On sait que le patient traceur, il va aller explorer des étapes clés de sa prise en charge. Donc, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à l'ordonnance. Et encore, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller évaluer les modalités d'admission parce qu'elles ont été faites déjà il y a 3 semaines ou 6 mois, ça va tout changer. Si il y a 3 semaines, vous avez déjà évalué via un patient traceur l'information qui a été faite sur le programme de TP, vous n'allez peut-être pas le refaire. Si ça fait 6 mois, vous allez peut-être le refaire. Donc, et après, vous pouvez faire, alors on va dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est aussi notre discours sur l'éval quadriennal. C'est pas toujours, vous ne voyez pas toujours la mesure parce que ce n'est pas évident en fait de se décaler aussi de ce que vous propose la HAS. Mais là, il y a vraiment une adaptation possible, en fait, puisque vous avez une adaptation de votre grille. Nous, on est en train d'expérimenter une grille. Au fur et à mesure, on pourra vous la partager en fonction de l'évolution, voilà, de l'avancée des tests. Mais cette grille-là, vous allez vous la changer, vous l'approprier et la changer par rapport à vos services, par rapport à vos programmes de TP. Donc, il y a vraiment une adaptation possible et une adaptation de choix de temps d'évaluation, à quel moment vous souhaitez évaluer. Et de tout ça va découler l'identification de votre profil patient, je vais y arriver, l'identification des personnes impliquées. Voilà, ça va découler tout le reste. Mais voilà, il n'y a pas de règle en fait. Tout ça pour dire ça, il n'y a pas de règle. Et vous aviez une dernière question. En tout cas, c'était une question parmi celles que l'on a reçues à l'avance. Là, c'est davantage en fait une question qui concernait certainement le patient traceur type ce qu'on a certification hors ETP. Donc, si effectivement vous avez des questions plus précises là-dessus, on les transmettra à notre collègue. Là, c'était effectivement la procédure du patient traceur. On en a parlé en début de webinaire avec la méthode de mise en place projet. Donc, la méthode projet, on avait dit que effectivement, établir une stratégie d'établissement avec comment planifier et organiser la mise en œuvre du patient traceur. On réalise un bilan du patient traceur et on communique là-dessus. Et après, on ajuste la stratégie. Mais effectivement, suite à la passation du patient traceur, l'équipe peut faire une synthèse en 2 temps. Dans un premier temps, des échanges plutôt à chaud, suite à l'entretien pour déjà
essayer de comprendre et d'essayer de voir si tout le monde a eu la même vision globale de cette évaluation. Et puis, une synthèse écrite qui sera adressée aux responsables de l'équipe. Voilà, donc ça permet une traçabilité et de permettre un partage ensuite avec l'équipe pluridisciplinaire, puisque certaines personnes ne sont pas forcément là le jour de l'entretien. Les propositions d'action, elles doivent être effectivement, dans le cadre d'un patient traceur, un patient traceur plutôt général, on va dire, elles doivent venir donc de l'équipe, mais dans le cas d'un patient traceur en ETP, on va vraiment ouvrir sur le fait que le patient puisse donner vraiment son avis et puisse apporter des pistes d'amélioration au moment de l'entretien. Voilà. Donc ça, c'est aussi un élément supplémentaire qui est intéressant d'exploiter, en tout cas en éducation thérapeutique. Et puis, effectivement, des propositions d'action, d'amélioration qui sont attendues à la fin de la synthèse pour améliorer les plans d'action, voilà, tout en intégrant en ETP, effectivement, les propositions des patients. Voilà. Je revois notre diapo là et on parle de responsable d'équipe. C'est coordonnateur ou ça peut être le responsable référent? Coordonnateur et responsable référent. Okay. Tout à fait. À aucun moment, vous avez vu, on a parlé de coordonnateur. C'est vrai. Souvent, on lui met plein d'actions. De charges, mais là, bon. De charges, et là, en fait, on l'a pas mis. Pour les perspectives, en fait, c'était notre première présentation en fait, pour le patient traceur. Là, aujourd'hui, on a essayé de ne pas tout vous dévoiler, en fait. C'est un peu l'idée, pour pouvoir aller vous proposer un peu notre travail de 2023. Du coup, vous pouvez nous retrouver le 24 février. En fait, voilà, c'est ça. C'est une sensibilisation patient-traceur. Certains d'entre vous étaient inscrits au mois de décembre à une formation patient-traceur d'1h30. En fait, il y avait, je veux dire, 4 pélos qui étaient inscrits. Donc, du coup, 4 pélos plus 4 pélos, du coup, ça ne fait pas tant que ça, en fait. Donc du coup, on a reporté. C'est reporté au 24 février de cette année. Donc, vous pouvez aller cliquer là sur ce truc-là quand on va vous l'envoyer, ce lien, ça s'appelle, pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, on propose je vois pas là, ah oui, jeudi 23 mars, excusez-moi, j'ai un truc dessus, donc je ne le voyais pas. Le jeudi 23 mars et le mardi 19 septembre, on repropose des formations aux évaluations de programmes de TP parce que on a décidé d'intégrer les méthodes traceuses en fait à ces évaluations de programme en tant que méthode. Donc, on fera un global HAS, évaluation quadriennale, auto-éval annuelle. Et l'idée, c'est de vous intégrer à l'intérieur les méthodes traceuses. Et enfin, on a 2 dates pour une formation évaluée ensemble. Il n'est pas en lien parce qu'on n'a pas travaillé en fait notre trame, puisque ça va être avec Etna que nous allons travailler sur cette formation. Un point sur l'accompagnement? Oui, juste rajouter que le 24 février, effectivement, cette sensibilisation d'1h30, donc qui sera sensiblement le même temps qu'aujourd'hui, on apportera vraiment des éléments complémentaires sur la grille ou l'outil, en fait, le guide outil que l'on a formalisé avec l'UTEP de Saintonge, et il y aura effectivement d'autres retours d'expérience puisque nous voyons entre-temps l'équipe de Royan, voilà, pour expérimenter la grille. Donc, ce sera une approche un peu plus, on va dire, un peu plus orientée sur vraiment l'utilisation de l'outil, la conception de l'outil, et puis voilà, le retour d'expérience que pourra nous apporter l'équipe. Et on aura eu entre-temps certainement le patient qui pourra aussi nous faire un retour d'expérience de son vécu. Et en même temps, on a prévu d'avoir Martine Roumégou avec nous, voilà. SP patient traceur du CK. Donc, voilà, on sera 3. Quelque chose de plus pratico-pratique le 24 février. Un accompagnement possible donc, dans les établissements sur site donc, est envisagé aussi, avec ici un accompagnement qui sera découpé en fonction des demandes, effectivement, soit une formation sur site sur le patient traceur en éducation thérapeutique avec vos équipes. Voilà. Dans un premier temps, peut-être une animation ou une co-animation d'un patient traceur avec vos équipes en situation, donc avec un entretien avec le patient et un entretien avec l'équipe, avec notre présence et la présence de l'équipe.
Et puis, une aide à la rédaction aussi de la synthèse, c'est-à-dire qu'on peut vous accompagner jusqu'à la rédaction d'une synthèse d'un patient traceur en ETP. Voilà, donc ça, tous ces ajustements, c'est à voir avec effectivement les équipes qui seraient intéressées. Voilà, mais après, c'est plus du particulier. Donc là, on voulait juste vous proposer en tout cas cette ouverture. Tout ça pour vous dire que ça peut s'adapter. Voilà. Voilà, on n'est pas fermé à un fonctionnement. Et voilà, donc on vous remercie donc de votre attention. On vous laisse nos coordonnées mail pour pouvoir nous contacter et puis le site du CECA pour aller fouiller et puis peut-être par curiosité voir ce que propose cette structure régionale d'appui. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a le présidente voilà, qui était là. J'étais caché. Bon. J'interviens ici en tant que président d'ETNA et pour remercier les équipes du CECA de l'excellent boulot de collaboration qu'on fait ensemble. Et on va continuer, mais ça, vous le savez déjà. Moi, j'ai 3 remarques. J'ai beaucoup de remarques et je n'hésiterai pas à les exposer, en particulier à Fanny et à Anouk. Mais mes 3 remarques fondamentales, les voilà. La première remarque, c'est que, bon, d'abord, une remarque générale, c'est que c'est innovant dans la santé, ça ne l'est surtout pas dans le monde de l'économie générale. On parle là de ce qu'on appelle d'une façon générale la certification des qualités. Et les problématiques qui sont exposées ici sont bien connues dans les entreprises, en particulier dans l'idée que les évaluateurs ne sont pas ceux qui font. On ne peut pas être jugé parti. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que si on reprend le fameux modèle de Montréal, il faudra qu'on en fasse une adaptation un de ces jours. On ira faire un modèle de Bordeaux. Très bien. Tu vois, ça te va là? Bon. Et ben, en fait, le patient traceur, c'est le premier niveau du modèle. C'est celui où on recueille sa parole. Donc, c'est un patient partenaire. Mais ça n'est pas qu'un patient. Deuxième remarque. C'est également, en fait, ça peut être également un proche. Et en réalité, ça ouvre bien des perspectives. Les personnes qui, comme moi, font de l'ETP savent qu'on s'intéresse pas simplement à la personne qui est malade, mais aux gens qui sont proches. Et c'est ces gens-là qui, lorsqu'ils arrivent dans les programmes d'ETP, on les écoute et on recueille une parole commune. Donc ça, c'est un point important. Et en fait, le point vital, je crois, sur la mise en œuvre de la chose, c'est le profil. On ne peut pas considérer que ce soit des candidats. On ne peut pas considérer effectivement qu'ils ont une qualification d'intervenant à l'ETP. Mais ce ne sont pas des candidats. Les gens qui vont être éligibles sont des gens qui arrivent avec un parcours personnel et un parcours médical et un parcours de santé. Et il faut bien noter ceci, c'est que évidemment, ils vont être témoins d'expériences préalables qui peuvent être des échecs. Et donc, il faut faire très attention à cette histoire de profil. Je crois que c'est ça le plus intéressant, le plus important. Dernier point, moi, je parie sans difficulté que la méthode du patient traceur sera intégrée dans les méthodes d'évaluation quadriennale, parce que l'ARS va se réveiller en disant « je veux que », et très franchement, je dirais aux gens avec qui je travaille au quotidien dans les programmes, je leur dirais « écoutez, non seulement au quadriennal, mais une fois qu'on a fait la méthodologie, on peut l'appliquer tous les ans, quoi, hein. Et ça, ce serait peut-être pas mal quand même. Voilà ce que je voulais vous en dire. Je pense qu'on peut ajouter en plus que dans vos structures, dans vos établissements, vous avez sûrement des patients traceurs de fait, déjà par les responsables qualité, par des services, et peut-être que vous avez même des données sur un temps de programme d'ETP. Pardon, vous ne me voyez pas, bah ouais. Ça perturbe. Vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Du coup, c'est de se dire, vous pouvez faire des patients traceurs, vous, en ETP, mais en plus, votre structure en a déjà peut-être fait et vous avez peut-être des données à récupérer sur les effets du programme. Je regarde Michel en même temps. Sur les effets du programme et sur les difficultés rencontrées sur l'ETP spécifiquement. Et si ça n'est pas le cas, vous pouvez aussi voir votre responsable qualité et pourquoi pas ajouter des questionnements ETP dans les grilles du patient traceur qui existent. Il y a plein de possibilités qui fait que ça peut être un outil de votre évaluation ETP.
Donc, je remercie le CK pour leur présentation. Il nous reste à peu près 15 minutes. Si vous avez des questions complémentaires à poser, c'est le moment. Alors, soit vous levez la main avec le petit icône qui est utilisable sur Zoom, sinon vous allumez votre micro et vous pouvez intervenir directement. Voilà. N'ayez pas peur. On a été très clair. C'est ça. On a été super clair. Je vais te raconter. Faut décanter. Bon, en tout cas, si le temps que les questions vous viennent, sachez que le diaporama et le replay de ce webinaire seront disponibles sur notre site internet. On vous enverra à vous, personnes qui vous êtes inscrits et qui ont suivi ce webinaire, l'information une fois que ce sera en ligne par mail. Voilà, n'hésitez pas après à la partager autour de vous pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de la cellule étape pour toute question complémentaire. On a deux questions dans le chat. Alors, étant donné la difficulté à pouvoir réunir l'ensemble des acteurs du parcours de soins du patient ETP, peut-on organiser des entretiens en différé avec différents professionnels, distanciels, présentiels? L'idée, c'est vraiment de confronter les points de vue. Alors, du coup, c'est ma réponse. L'idée, c'est quand même de les mettre autour de la table, peut-être en mixte aussi. Hein. Là, vous êtes vous en distanciel et nous, on est là. Moi, je n'ai pas l'habitude de ça, mais ça peut se faire aussi comme ça. Mais vous êtes à un moment, vous discutez de la prise en charge ensemble, en fait. Là, par contre, nous, on a fait la passation patient traceur au mois de novembre et on fait l'équipe au mois de janvier. Alors, on va voir, hein, l'écart de 2 mois est peut-être pas salutaire, mais pour autant, c'est la vie, quoi. Donc ça, c'est faisable. Mais découper, faire de l'entretien individuel avec chaque personnel de l'équipe, parce que je le comprends comme ça, je trouve qu'il y a une perte de plus-value, en fait. Tout à fait. Tu veux rajouter, Fanny? Non, je suis d'accord avec ce que dit Anouk. Après, effectivement, la question du format, là, Anouk, en décembre, a fait passer le patient traceur au patient en distanciel. Donc, c'était en visio. Et puis là, on va rencontrer l'équipe en présentiel. Donc, la question du format, j'ai envie de dire, chacun peut se l'approprier. Après, effectivement, ce que disait Anouk, et ce qui est très important, c'est le fait de ne peut-être pas découper les corps des différentes on va dire, entités sur lesquelles que l'on va interroger, la confrontation. Et en tout cas, oui, l'échange d'idées est importante entre les professionnels à un moment. Voilà. Après, c'est peut-être le temps passé qui vous manque. Moi, ma passation avec le patient, je vais vous faire peur. Ça a duré 2 heures, mais bon, je suis bavarde. Voilà. Lui aussi. Voilà. Mais par contre, la HAS dit 20 à 30 minutes. La HAS, elle positionne 20 à 30 minutes d'échange. Tu es très bavarde. Ouais. Mais j'avais une longue grille, quoi. Aussi. Il faut prendre conscience de ça. J'avais une très longue grille. Donc, aussi, c'était pour être exhaustif. Je testais une grille. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que 2 heures, c'est long. Alors, voilà. L'idée, ce n'est pas de passer 2 heures. Avec l'équipe là, on leur a dit 1 heure. Voilà. Et c'est ce que met à peu près la HAS. Donc, j'entends, hein, moi, ça fait 3 mois que je suis revenue, j'entends que ça, que les équipes n'ont pas le temps. Voilà, je vois bien la réalité de terrain, je l'entends. Par contre, on peut effectivement imaginer se positionner sur essentiellement 1 heure et aller à l'essentiel, en fait, je crois, avec l'équipe. Je sais pas si on a une autre question dans le chat et ensuite on prendra la question de Diane de l'UTEP de Saint-Onge. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de votre expérimentation? Pour moi, quand j'ai passé en fait sur la passation, que Fanny n'était pas là. Non, parce que en fait, on a eu des difficultés à trouver un moment où on pouvait, mais le patient était hyper
très disponible. En fait. Alors, ça s'est fait en visio, hein, mais il a été vraiment très, très disponible. Ah bah mince, Fanny est malade, bon, bah on recule. Fanny est de nouveau est encore malade, donc on recule encore. Bon, bah Fanny est toujours malade, donc je vais le faire. Voilà. En fait, donc ça, c'est plus des questions organisationnelles et voilà. Je crois que maintenant, a posteriori, ce que je trouve difficile, c'est qu'effectivement, bah, si on veut être exhaustif, ce n'est pas facile. Je pense qu'il faut lâcher ça. Il ne faut pas attendre de l'exhaustivité. Et encore une fois, c'était ma première passation, à ma 10e, je dirais autre chose, je pense, parce que plus vous êtes à l'aise avec un outil, plus vous savez le mener, plus vous savez où vous voulez aller, en fait. Et là, moi, je n'avais pas d'objectif d'évaluation. J'avais mon objectif d'évaluation, c'était d'évaluer mon outil. Au fond, je n'avais pas spécifiquement, je ne recherchais pas quelque chose dans le programme de TP, si vous voulez. Voilà. Et se rendre compte aussi que il était super content. Et puis me dire, mais en même temps, c'est comme les questionnaires de satisfaction, si tout le monde est content, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, quand j'ai retracé tout ce qu'il avait dit, quand j'ai retapé en fait les données, et ben là, il y a des choses qui ressortent sur des phrases très spontanées depuis que je suis en programme depuis qu'on est sur le programme de TP, eh ben, je suis submergée de documents. Alors, pour lui, c'était sûrement pas négatif, mais le côté, le choix de la phrase de submerger de documents, on peut peut-être imaginer que peut-être il y a beaucoup de documents. Mais voilà, je sais pas, ça c'est mon avis. On va confronter avec l'équipe, on va aller plus loin. Diane, vous vouliez prendre la parole, je vous invite à décocher votre micro. Oui, bonjour à tous et merci au CK et à Etna. Je voulais savoir si on mettait en place cette évaluation, cette méthode dans le cadre de l'évaluation, soit l'auto-évaluation annuelle, soit la quadriennale. Est-ce qu'il faut sélectionner plusieurs patients parce que, et jusqu'à combien, enfin, on peut… parce que d'habitude, on évalue justement sur un groupe de patients, mais là, patient traceur, est-ce qu'il en faut qu'un? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Voilà. Tu veux répondre? Merci. Nous, après avoir discuté avec notre collègue qui est experte justement sur le patient traceur, on lui avait posé cette question aussi, et puis on a réfléchi avec Anouk, et effectivement, le nombre de patients, alors, il en faut… il n'y a pas un nombre, il n'en faut pas un nombre en fait. Ce sera plutôt fonction du temps que l'équipe a accordé à ce type d'évaluation. Après, notre collègue nous avait recommandé plutôt entre 1 et 5 patients. Voilà, entre 1 et 5 patients par service. Mais on peut imaginer que faire passer, je ne sais pas moi, un patient toutes les 3 mois, par exemple, ça peut être envisageable. Ou fonction des disponibilités. Moi, je rajouterais votre objectif d'éval, en fait. La méthode du patient traceur, on va revenir au côté sanitaire, c'est de l'évaluation d'organisation. C'est l'évaluation de la coordination. C'est l'évaluation des interfaces entre les gens. Donc, ça dépend de ce que vous voulez évaluer, en fait. C'est-à-dire que si vous évaluez la coordination et le partage d'informations, au fond, peut-être qu'un patient par an, ça va vous suffire. Si vous allez évaluer le bilan éducatif partagé, le vécu, ça dépend vraiment, Diane. Du coup, si vous allez sur le vécu, le ressenti de la prise en charge, peut-être il vous en faudra plusieurs. Parce que vous ne pouvez pas tenir à une seule personne. Si vous allez voir les effets, il va vous falloir plusieurs. Parce que du coup, un patient ne va pas avoir les mêmes effets que… Enfin, votre programme ne va pas avoir les mêmes effets sur un patient A qu'un patient B. Voilà, ce qui est important aussi de rajouter, c'est qu'effectivement, vous pouvez évaluer une thématique. En fait, vous n'êtes pas obligé de dérouler la grille avec toutes les thématiques sur un seul patient. Comme dit Anouk, si vous n'avez envie d'évaluer que ce qui se passe au moment du diagnostic éducatif, à ce moment-là, vous n'évaluez que cette thématique-là sur plusieurs patients.
Si effectivement, l'entrée dans le programme, vous avez envie de voir uniquement comment ça se passe, vous ne prenez que cette thématique-là. Donc aussi, le temps passé à cette grille, à nous, quand elle a fait passer effectivement pendant 2 heures la grille, c'est parce qu'en fait, elle a déroulé l'ensemble des items. À vous aussi de savoir. Et plus. Et plus, voilà, parce que c'est à nous. Mais à vous de sélectionner. Si effectivement un sujet vous questionne, vous ne prenez que la partie qui vous intéresse. Voilà. Il n'y a pas d'obligation à faire passer toute la grille en fait, hein. Encore une fois, c'est vraiment une adaptation par l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Diane, est-ce qu'on a répondu à ta question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. On vous remercie pour votre participation et votre attention. N'hésitez pas à revenir vers la cellule étape du CECA, donc Anouk et Fanny, pour toute information complémentaire, que ce soit sur ce temps d'échange ou sur les accompagnements et les formations qu'elle propose à ce sujet. Voilà, comme je vous l'ai indiqué, le replay et le diaporama seront disponibles d'ici quelques jours sur notre site internet. On vous en informera. Voilà. Merci beaucoup. Merci.